Vous cherchez un cadeau original pour votre cher et tendre? Un beau bijou, artisanal, fabriqué en France? Karma 114 propose des colliers, bagues, bracelets et boucles d'oreilles faits main en édition limitée. Les bijoux sont fabriqués en acier inoxydable avec des pierres semi-précieuses et sont personnalisables sur demande. En effet, il est possible de changer le motif ou les couleurs. Il suffit de contacter Ingrid, la créatrice, sur Instagram ou par mail. La livraison via Chronopost est offerte à partir de 70 € d'achat. Vous pouvez obtenir 15% de réduction avec le code MOON15. Alors pensez-y puisque la Saint-Valentin approche. Quoi, comment ça c'est déjà passé? J'ai pas autant de retard que ça, si? Après la défaite de la France en juin 1940, l'Allemagne mit la main sur tout le littoral français, allant de la mer du Nord à l'Atlantique. Une opportunité en or pour la Kriegsmarine qui put y installer plusieurs bases, notamment pour attaquer les convois amenant vivres, armes et soldats en Angleterre. Ainsi, au début de l'année 1941, deux cuirassés, le Scharnhorst et le Gneisenau, coulèrent 22 navires alliés, tandis que le croiseur lourd Admiral Hipper coula plusieurs navires d'un convoi privé d'escorte avant de se replier sur Brest. Le port de Brest était alors la principale base navale allemande en France. Du matériel et du personnel venant de Wilhelmshaven avaient été rassemblés là pour préparer les navires allemands, afin qu'ils puissent lancer de nouveaux raids dans l'Atlantique. Les deux cuirassés étaient parmi les plus puissants navires de l'époque, rapides et puissamment armés, conçus pour paralyser le commerce britannique. Si les Anglais disposaient de l'avantage du nombre, l'essentiel de leurs cuirassés datait de la Première Guerre mondiale et était bien plus lents que leurs adversaires. Ainsi, en mars 1941, les deux navires purent guider des sous-marins sur le convoi SL-67 et échappèrent au cuirassé HMS Malaya, qui tentait de les intercepter. Enfin, les Britanniques ne pouvaient pas envoyer un cuirassé escorter chaque convoi. Une partie d'entre eux était mobilisée en Méditerranée, tandis que d'autres devaient affronter les Japonais dans le Pacifique. Les Britanniques devaient réagir et mettre hors d'état de nuire les navires allemands. Le 28 mars, les appareils de la RAF photographièrent les deux cuirassés dans le port de Brest. Il fallait agir vite avant que les Allemands ne puissent renforcer la DCA dans la zone. Dans la nuit du 30 au 31 mars, une centaine d'appareils du Bomber Command attaquèrent le port, larguant 132 tonnes de bombes, mais sans causer de gros dommages aux navires. Dans les jours qui suivirent, plusieurs raids furent lancés avec plus de succès. Le 6 avril, un bombardier Bristol Beaufort attaqua le Gneisenau, parvenant à le torpiller juste avant d'être abattu par la DCA. Le cuirassé perdit une hélice et son gouvernail tribord dans l'attaque, et dut se retrouver en cale sèche pour plusieurs mois. Pour autant, les Britanniques ne comptaient pas s'arrêter là. Le 10 avril, le Gneisenau fut de nouveau attaqué, 3 bombes tuant une cinquantaine de marins et incendiant les superstructures du navire. Quelques semaines plus tard, le port de Brest accueillit un autre navire allemand. Quelques jours auparavant, le cuirassé Bismarck et le croiseur lourd Prinz Eugen avaient quitté l'Allemagne pour attaquer les navires britanniques dans l'Atlantique. Les HMS Hood et Prince of Wales tentèrent de les stopper dans le détroit du Danemark, mais le Hood fut coulé en quelques minutes, forçant le Prince of Wales à fuir. De quoi enrager la Royal Navy qui mit un point d'honneur à traquer et à couler le Bismarck, ce qui fut le cas le 27 mai. Le Prince Eugen avait eu plus de chance, parvenant à échapper aux Britanniques pour se réfugier à Brest. Pour autant, la situation de la marine allemande était critique. L'Atlantique n'était plus sûr pour les navires de surface allemands. Les porte-avions et les radars britanniques pouvaient les traquer et guider le reste de la Royal Navy sur eux. De plus, la perte du Bismarck, navire flambant neuf et orgueil de la Kriegsmarine, avait fortement impacté Hitler, qui commençait à douter de la valeur de sa flotte de surface. D'autant que les U-Boot, les sous-marins de l'amiral Dönitz, remportaient d'éclatants succès. En quelques semaines, la flotte allemande avait perdu un cuirassé. Un autre était hors de combat jusqu'à la fin de l'année 1941, et le troisième n'était pas encore totalement réparé. Même si ces navires avaient causé de lourdes pertes aux Britanniques, c'était impossible pour les Allemands de continuer comme cela. D'autant que le port de Brest n'était pas sûr face aux bombardiers britanniques. En effet, le 1er juillet, le Prinz Eugen fut ciblé par les bombardiers de la RAF. Une bombe pénétrant sa cuirasse
tuant 40 marins et mettant le navire hors de combat pour 3 mois. Malgré la DCA, les filets de camouflage, les écrans de fumée et la chasse allemande, les bombardiers continuaient de menacer les navires. Enfin, Hitler avait revu sa stratégie. Depuis Barbarossa, la cible principale n'était plus l'Angleterre mais l'Union soviétique. La flotte de surface allemande ne devait plus se risquer dans l'Atlantique, devenu trop dangereux. En revanche, leur présence pouvait bloquer les convois alliés qui prenaient la longue et dangereuse route de l'Arctique pour amener du matériel à Mourmansk et Arkhangelsk. Hitler comptait également sur ces navires pour protéger les côtes norvégiennes d'un possible débarquement allié. Il fallait donc réparer les navires et préparer leur retour vers l'Est. Plusieurs routes étaient possibles. La première consistait à mettre le cap au nord, vers l'Islande, puis contourner les îles britanniques. Cette route avait été empruntée par le Prinz Eugen et le Bismarck quelques mois auparavant, mais avait un gros inconvénient. En effet, il fallait passer à proximité de Scapa Flow, la principale base de la Royal Navy. Dès que les navires auraient été repérés par les Britanniques, la Royal Navy les intercepterait. Et ils n'enverront pas que 2 navires comme face au Bismarck cette fois-ci. Il était évident que les cuirassés allemands seraient forcément repérés dans les jours qui suivraient leur départ. Bref, passer par cette route provoquerait une bataille navale d'envergure, et qui ne se terminerait pas en faveur des Allemands. Il restait une autre possibilité, incroyablement dangereuse mais qui pouvait fonctionner, car c'était la route la plus directe. En 2 jours de navigation, les Allemands pouvaient atteindre leur base de Wilhelmshaven et mettre leurs navires à l'abri. Mais pour cela, il fallait passer par la Manche, au nez à la barbe des Anglais, traverser le détroit du Pas-de-Calais en esquivant les mines, les tirs d'artillerie côtière et les attaques de l'aviation. Cette route permettait d'aller suffisamment vite pour éviter une interception par les unités basées à Scapa Flow, mais semblait suicidaire. 350 ans auparavant, l'invincible armada espagnole avait tenté de traverser la Manche, ce qui s'est terminé en désastre. L'amiral Raeder, qui commandait la flotte de surface, n'était guère enthousiaste face à ce projet. Mais comme souvent, c'est Hitler qui eut le dernier mot. En effet, dans une dictature, les officiers supérieurs osent rarement contester les ordres du chef, même ceux qui paraissent déments. Le plan était le suivant. Les navires devaient quitter Brest de nuit et faire l'essentiel du chemin sous le couvert de l'obscurité. Le gros inconvénient de ce plan était que le passage du détroit du Pas-de-Calais se ferait 2 jours. Les cuirassés ayant prouvé leur vulnérabilité face aux attaques aériennes, l'aviation allemande allait devoir mobiliser un nombre considérable de chasseurs pour que ce plan puisse réussir. L'amiral Otto Ciliax, qui commandait l'escadre, supervisa les préparatifs. Il fallait réparer les navires et rassembler le matériel nécessaire, le tout sans éveiller les soupçons des Britanniques. Mais c'était mission impossible, ces derniers continuant à envoyer des avions photographier la rade de Brest. De plus, ils bénéficiaient de l'aide de la résistance française qui menait des actions d'espionnage. Néanmoins, les Anglais pensaient que ces navires ne tenteraient pas de passer par le détroit du Pas-de-Calais 2 jours. Et par conséquent, ils attendaient à ce que les navires quittent Brest en plein jour afin d'arriver au large de Calais en pleine nuit. Pour avoir une chance de réussir, l'opération Cerberus nécessitait 3 conditions. Il fallait ouvrir un passage dans les champs de mines qui jalonnaient le passage des navires, rassembler des chasseurs afin de fournir une couverture aérienne, et enfin brouiller les radars britanniques qui pouvaient détecter le passage des navires et donner l'alerte. Les mines navales représentaient une terrible menace pour le trafic dans la Manche. Les navires et certains avions déposant régulièrement des mines à l'entrée des ports, mais aussi en pleine mer. Une zone qui était sûre la veille pouvait devenir un piège mortel le lendemain. Les navires allemands durent donc ouvrir un passage à travers la Manche, opérant exclusivement de nuit pour éviter d'alerter les Britanniques. La couverture aérienne fut placée sous la responsabilité du colonel Adolf Galland, un as qui abattit 104 appareils durant la guerre. Sa tâche n'était pas simple. La Luftwaffe était déjà fortement mise à contribution sur le front de l'Est. De plus, les relations entre l'aviation et la marine n'étaient guère bonnes, minées par des rivalités personnelles et des conflits autour des moyens alloués à chaque corps d'armée. Galland parvint néanmoins à rassembler 280 appareils, dont 30 chasseurs de nuit. Ces appareils furent dispersés le long du littoral afin de fournir une protection continue. Restait le problème des radars. Il fallait pouvoir les aveugler sans que les Britanniques ne puissent réagir à temps. Un réseau de stations de transmission fut installé sur le littoral de la Manche afin de pouvoir brouiller les radars ennemis. Il fallait pouvoir les brouiller progressivement afin de ne pas alerter les Britanniques. En effet, si leurs radars tombaient tous en panne en même temps, ils sauraient immédiatement qu'il se passait quelque chose dans la Manche. Les Allemands mirent donc en place une tactique assez habile, lançant des opérations de brouillage dans les jours précédents afin de faire croire aux Britanniques que ces interférences provenaient de phénomènes naturels.
Ces perturbations, très courtes au début, devinrent de plus en plus longues au fur et à mesure que la sortie des cuirassés se rapprochait. Enfin, afin de tromper les espions de la résistance française, des caisses de casques similaires à ceux de l'Africa Corps furent chargées sur les navires. Les dockers français durent également acheminer des barils comportant l'indication à utiliser sous les tropiques. De quoi inquiéter les Alliés qui durent mettre en alerte les unités basées au large de l'Afrique et dans l'Atlantique Sud. Afin de tromper les bombardiers alliés, les Allemands construisirent même un navire leur censé ressembler au Prinz Eugen, en utilisant de vieux navires français. Mais sans grand succès. Pendant ce temps, les Britanniques n'étaient pas en reste. Plusieurs de leurs sous-marins patrouillaient au large de Brest afin d'observer les mouvements allemands. Néanmoins, ces unités étaient de vieux navires, certains datant de la Première Guerre mondiale, et ils ne pouvaient pas faire plus qu'observer et alerter le commandement allié. Pas question d'engager la flotte allemande. De plus, ils ne pouvaient pas s'approcher trop près des côtes pour éviter d'être détectés, ce qui entravait encore plus leur action. Au début de l'année 1942, seuls 3 sous-marins patrouillaient encore au large de Brest. Pendant ce temps, les préparatifs allemands arrivaient à leur terme. Il était temps de passer à l'action. Les sirènes d'alerte se mirent à résonner, tandis que les projecteurs et la DCA allemande se mirent en action. Les bombardiers de la RAF venaient une fois de plus attaquer le port de Brest. Les générateurs de fumée installés par les Allemands se déclenchèrent, projetant un épais brouillard afin de masquer les navires. À peine les dernières bombes larguées, un avion de reconnaissance vint photographier la zone. À la grande satisfaction des Britanniques, les navires allemands étaient toujours hackés. Mais plus pour longtemps. À peine les appareils de la RAF hors de vue, les navires larguèrent les amarres. Profitant de l'obscurité, le Charnost, le Gneisenau et le Prinz Eugen quittèrent la rade de Brest. Les équipages ignoraient leur destination. On leur avait simplement indiqué que c'était un exercice nocturne. Aucun sous-marin n'était présent dans la zone, et les navires purent commencer leur périple sans être détectés. Un Hudson du Coastal Command patrouillait dans le secteur, mais dut éteindre ses radars et fuir la zone, après avoir croisé un Junkers 88 en patrouille. Lorsque l'équipage voulut rebrancher le radar, ce dernier tomba en panne, forçant l'avion à revenir à sa base. Les 3 navires n'étaient pas seuls. La 5e flottille de destroyers fut chargée de les escorter, ainsi que 3 flottilles de vedettes lance-torpilles, les rapides E-Boot qui devaient se relayer pour escorter la flotte. Les cuirassés filaient à 27 nœuds à travers la Manche. L'équipage était maintenant au courant. Maintenant, il fallait mettre cap au nord. Maintenant, il fallait mettre cap au nord-est en évitant les patrouilles. En effet, les Hudson du 223e Squadron rôdaient toujours dans les parages. 2 patrouilles décollèrent dans la nuit, mais sans repérer les navires. Alors que les premières lueurs de l'aube apparaissaient, les équipages des navires se mirent en état d'alerte. À 7h50, les appareils approchèrent les cuirassés. Mais ce n'étaient pas les Britanniques. Les chasseurs de la Luftwaffe commençaient leur patrouille. Pour l'instant, les navires allemands avaient parcouru une bonne partie du trajet sans être détectés. Mais cela n'allait pas durer. À 8h45, 2 Spitfire décollèrent pour patrouiller au-dessus de la Manche. L'un des chasseurs repéra plusieurs vedettes lance-torpilles allemandes qui quittaient Boulogne pour le sud-ouest. Le pilote continua sa patrouille jusqu'à l'embouchure de la Somme avant de faire demi-tour. Sans s'en rendre compte, il venait de croiser une partie de l'escorte des cuirassés allemands. Dans le même temps, les navires poursuivaient leur route, franchissant un champ de mines qui venait à peine d'être nettoyé. La chasse allemande continuait à patrouiller en cercle autour des navires. Les opérateurs radars britanniques se doutaient bien qu'il se passait quelque chose d'anormal. Mais les brouillages menés par les Allemands les empêchaient de distinguer avec précision ce qui se passait. Néanmoins, l'information fut transmise au commandement du secteur. Vers 10h, le commandant du secteur de Douvres fut mis au courant que des navires et des appareils ennemis se trouvaient dans la zone. Mais les Britanniques ignoraient toujours la nature de ces navires. Dans un premier temps, ils crurent que les Allemands menaient une opération de sauvetage aéronaval. Mais les écho-radars se déplaçaient vers le nord-est, ce qui n'était pas normal. Ce n'est que vers 10h10 que l'ordre fut donné d'envoyer une patrouille aérienne. Peu à peu, les stations radars furent mises en état d'alerte, identifiant 2 gros navires escortés par plusieurs plus petits, le tout filant à 30 nœuds, bien trop vite pour un convoi classique. Quelques minutes après, 2 Spitfire décollèrent et mirent le cap au sud. La visibilité était mauvaise, avec des nuages bas et des averses. Au large de Boulogne, ils repérèrent 9 vedettes lance-torpilles. Quelques minutes après, ils repérèrent le reste de la flotte, 25 navires en tout. Au même moment, 2 autres appareils repéraient également des navires, manquant se faire abattre par la DCA et les Messerschmitt d'escorte. Les 4 chasseurs purent fuir en se cachant dans les nuages avant de repartir vers leur base. Pour autant,
Ils avaient reçu l'ordre de conserver le silence radio. Du coup, l'état-major ne fut mis au courant de la présence des cuirassés qu'après l'atterrissage des avions. À peine arrivés, les pilotes coururent vers la tour de contrôle pour avertir le commandement. Pour autant, l'état-major était toujours persuadé que les cuirassés étaient à Brest et pensait simplement qu'il s'agissait d'un convoi particulièrement important. Ce n'est que vers 11 h du matin que le rapport de 2 autres pilotes confirma que ce n'était pas un simple convoi. Les Britanniques avaient bien prévu un plan d'action dans ce cas-là, nom de code Fuller. Malheureusement, ce plan manquait clairement de moyens, comptant essentiellement sur des attaques aériennes et des navires de faible tonnage. Les grosses unités de la Royal Navy étaient toujours basées en Écosse et ne devaient pas intervenir, car les Britanniques craignaient que la Luftwaffe ne parvienne à couler une partie de la flotte. Faut bien comprendre que les Anglais avaient déjà perdu le Repulse et le Prince of Wales près de Singapour, et le Hood contre le Bismarck, donc pas question de perdre d'autres navires dans la foulée. Du coup, les moyens déployés contre les Allemands étaient bien inférieurs à ce que ces derniers craignaient. Dans cette situation, les Britanniques devaient pouvoir torpiller les navires allemands. Ils n'avaient pas de sous-marins dans le secteur, et vu la lenteur de ce type de navire, aucune chance qu'ils puissent intercepter la flotte ennemie à temps. Il restait donc 2 options, les vedettes lance-torpilles et les Swordfish. Les vedettes étaient de petits navires rapides, capables de lancer des raids efficaces contre les convois ennemis. Mais ces engins n'avaient aucune chance d'échapper aux navires d'escorte et aux chasseurs bombardiers allemands. Il restait donc que les hydravions Swordfish avec leurs torpilles de 457 mm. Le vice-amiral Ramsay, qui commandait le secteur, ordonna aux vedettes lance-torpilles et aux Swordfish de se préparer à l'attaque. Les canons qui étaient installés près de Douvres furent également mis en état d'alerte. Les Britanniques avaient installé plusieurs canons de gros calibre dans la région. Ces canons devaient protéger le port de Douvres et attaquer le trafic maritime dans le détroit du Pas-de-Calais. Malheureusement, la plupart d'entre eux ne furent d'aucune utilité durant l'opération Cerberus. Seuls les 4 canons de 234 mm de la batterie de Southforeland pouvaient intervenir, et encore pendant quelques minutes seulement. Les artilleurs tentèrent de repérer les navires, mais la visibilité ne dépassait pas les 8 km. Le radar tenta d'accrocher une cible, mais sans grand succès. Impossible d'identifier clairement une cible au milieu de la masse de navires et d'avions qui entouraient les cuirassés. Néanmoins, à midi 19, la batterie ouvrit le feu, les obus tombant à plus d'1 km d'un escorteur allemand. Les Britanniques ne pouvaient même pas voir où tombaient leurs obus, du coup impossible d'ajuster précisément la mire. Et ce ne fut pas le seul problème pour les artilleurs britanniques. En effet, les canons allemands installés sur le cap Griné commencèrent à leur tirer dessus, effectuant un tir de contre-batterie. Plusieurs obus tombèrent près du poste d'observation, forçant les Anglais à cesser le feu. Les Allemands poursuivirent leur tir jusqu'à midi 52, laissant la flotte passer sans encombre. Pendant ce temps, 5 vedettes lance-torpilles avaient quitté Douvres pour intercepter les navires ennemis. Normalement, ces vedettes devaient entrer en action pendant la nuit, s'approcher discrètement des navires, les torpiller avant de fuir à toute vitesse. Là, les vedettes commandées par le lieutenant-commandeur Edward Pumphrey devaient attaquer 2 jours une flotte de près de 60 navires. Et les avions qui devaient les soutenir n'avaient toujours pas décollé. Autant le dire tout de suite, c'était une mission suicide et l'officier en était parfaitement conscient. À midi 23, les vedettes engagèrent les e-boats allemands qui escortaient les cuirassés. Un des moteurs de la vedette de Pumphrey tomba en panne, forçant ce navire à se retirer. Pumphrey eut néanmoins le temps de lancer ses 2 torpilles contre un des cuirassés, mais sans succès. Et les autres vedettes furent pris pour cible par l'aviation allemande, les forçant à tirer leurs torpilles de loin à travers l'écran de fumée formé par les e-boats. Du coup, aucune des torpilles n'atteignit leur cible. Les vedettes parvinrent néanmoins à s'enfuir, appuyées par 2 canonnières qui les avaient rejoints et qui déployèrent un écran de fumée. Les Allemands n'eurent guère le temps de souffler. Les vedettes britanniques venaient à peine de faire demi-tour que la DCA était mise en état d'alerte. Les Swordfish lançaient leurs attaques. Lorsque les navires allemands furent repérés par les Britanniques, seuls 6 Swordfish du 825e Squadron étaient disponibles pour attaquer, commandés par le lieutenant-commandeur Eugene Esmond, qui s'était distingué lors de l'attaque du Bismarck 9 mois auparavant. On peut voir le Swordfish comme une énigme volante, un anachronisme total, un biplan à l'ère du monoplan. Lent et obsolète dès sa mise en service, il semblait faire pâle figure, surtout comparé aux autres bombardiers torpilleurs mis en service au début de la guerre. Mais ces engins avaient fait preuve d'une efficacité diabolique, attaquant avec succès la flotte italienne à Tarente ou lors de la bataille du Cap Matapan, et condamnant à mort le Bismarck en mettant hors service son gouvernail. Le problème était que ces appareils étaient très vulnérables face aux chasseurs adverses. Avec une vitesse maximale de 224 km/h et 2 mitrailleuses pour seule défense, ces engins ne pouvaient agir que de nuit ou dans des environnements dépourvus de chasseurs.
comme ce fut le cas lors des batailles que j'ai évoquées précédemment. Le problème, c'est que les Britanniques ne pouvaient pas attendre. Et contrairement au raid de Tarente, les Swordfish allaient devoir agir 2 jours, face à une couverture aérienne bien organisée. Vice-amiral Ramsay avait parfaitement conscience du caractère suicidaire de cette mission. Il consulta le commandant de la Royal Navy, l'amiral Dudley Pound, mais sa réponse fut sans équivoque. Pour autant, Ramsay laissa au commandant du squadron le choix de réaliser l'attaque. Esmond pouvait refuser au vu du caractère suicidaire de la mission. Mais l'officier accepta. Les Swordfish ne partirent pas seuls à l'attaque. Les Spitfire du 11e groupe furent envoyés pour les escorter. 10 chasseurs purent rejoindre les torpilleurs au-dessus de Manston avant de mettre le cap au nord-est pour intercepter les cuirassés. Les autres chasseurs arrivèrent en retard au point de rendez-vous et lorsqu'ils purent rejoindre les Swordfish au-dessus de la Manche, ils furent plongés dans une mêlée furieuse contre les chasseurs allemands. Ces derniers volaient par paires, forçant les chasseurs à abandonner les Swordfish à leur sort. Les vieux biplans poursuivirent leur attaque, volant au ras des flots, ballottés par les bourrasques et la pluie tandis que les projectiles de la DCA allemande se faisaient de plus en plus menaçants. Esmond mena la première vague avec les Swordfish des sous-lieutenants Rose et Kingsmead, leurs appareils encaissant les tirs des chasseurs d'escorte. Le Swordfish d'Esmond furent finalement abattus par la DCA et s'écrasa, ne laissant aucune chance aux 3 hommes d'équipage. Les 2 autres appareils furent eux aussi abattus, amérissant en catastrophe. Rose et son observateur parvinrent à monter dans le canot de sauvetage installé dans l'avion, avant que ce dernier ne coule, tandis que l'équipage du 3e Swordfish fut finalement secouru par une vedette britannique. Les 3 autres biplans tentèrent eux aussi de lancer leurs torpilles, mais tous furent abattus, sans aucun survivant. Les quelques torpilles lancées contre les cuirassés furent aisément esquivées. Les Allemands pouvaient avoir le sourire. Ils venaient de franchir le détroit du Pas-de-Calais et repousser toutes les attaques britanniques sans grande difficulté. Pour autant, les Anglais n'avaient pas encore dit leur dernier mot. Les Swordfish n'étaient pas les seuls appareils mobilisés ce jour-là. En début d'après-midi, 4 bombardiers torpilleurs Bristol-Beaufort décollèrent pour intercepter les cuirassés allemands. Ces appareils auraient dû être envoyés bien plus tôt et en plus grand nombre. Mais les Anglais semblaient faire preuve d'un amateurisme inquiétant. En effet, certains bombardiers n'étaient même pas armés, et ceux du 42e Squadron n'avaient même pas de torpilles disponibles. Et les navires allemands n'allaient clairement pas s'arrêter pour attendre qu'ils aillent en chercher. Du coup, ce n'est que vers 15h45 que les Beaufort atteignirent les cuirassés, tandis que les chasseurs britanniques continuaient à affronter leurs homologues allemands. Les Beaufort larguaient leurs torpilles, mais sans succès. Un autre groupe devait attaquer au large des côtes néerlandaises, mais ils ne parvinrent pas à trouver la flotte allemande, perdant même 2 appareils dans la brume. Les appareils du Bomber Command prirent également l'air afin d'intercepter les cuirassés. Une mission délicate vu que ces engins n'étaient absolument pas conçus pour attaquer des cibles rapides comme des navires. Du coup, les lourds bimoteurs durent voler à basse altitude, sans succès. Quelques appareils parvinrent néanmoins à trouver les Allemands mais furent abattus. Au total, 214 bombardiers furent envoyés sans aucun succès. Pire encore, 17 d'entre eux ne revinrent pas à la base. Les derniers espoirs des Britanniques résidaient dans les 6 destroyers de la 21e flottille qui étaient alors en manœuvre au large de Harwich. Le capitaine Paisey disposait de 2 vieux destroyers datant de la Première Guerre mondiale, les HMS Vivacious et Campbell, et de 4 navires plus récents, le Mackay, le Worcester, le Whitehead et le Walpole. Mais Paisey reçut des informations erronées, sous-estimant la vitesse des navires allemands. Lorsqu'il reçut enfin les bonnes informations, il ne lui restait plus qu'à mettre cap à l'est pour espérer intercepter les cuirassés au large des côtes néerlandaises. Pour cela, ces navires durent traverser un champ de mines. Heureusement, les Britanniques parvinrent à éviter les mines. Mais le Walpole fut forcé de rebrousser chemin suite à des problèmes de moteur. Finalement, les destroyers parvinrent à rejoindre les cuirassés allemands, profitant de la brume qui limitait fortement la visibilité. Ils furent accueillis par une nuée d'avions, alliés comme ennemis. En effet, leur attaque coïncidait avec l'arrivée d'un des groupes de bombardiers britanniques. Dans la confusion, certains pilotes britanniques crurent que ces destroyers étaient allemands et tentèrent de les bombarder, tandis que des avions allemands tentèrent de les protéger, pensant que ces navires étaient avec eux. Pendant ce temps-là, les destroyers continuaient à s'approcher des cuirassés, zigzagant pour éviter les multiples tirs d'artillerie lourde. Paisey raconta plus tard son attaque. À 3500 yards, j'ai senti que notre chance ne pouvait pas tenir plus longtemps. À 3300 yards, j'ai vu un gros obus qui n'avait pas encore explosé au ricochet et plongé sous le navire comme un marsouin. Et j'ai senti qu'il était temps de tourner et de tirer nos torpilles.
À tribord, le Vivacious tournait et tirait en même temps. Les destroyers parvinrent à s'approcher suffisamment pour lancer leurs torpilles avant de faire demi-tour, esquivant les salves allemandes. Mais alors qu'ils faisaient demi-tour, le Worcester fut touché par plusieurs obus qui mirent hors service 2 de ses chaudières. Le navire était maintenant à l'arrêt, son flanc exposé aux canons ennemis. Il fut immédiatement pris pour cible et en quelques minutes le destroyer devint un brasier, recevant des obus du Prince Eugen et d'un des cuirassés. Le malheureux navire partit à la dérive, 26 marins ayant perdu la vie dans l'attaque. Heureusement, la brume cachait le navire, d'autant que les Allemands poursuivirent leur route à pleine vitesse sans prendre le temps d'achever le destroyer. 2 autres navires vinrent aider le Worcester, éteignant les incendies et réparant une chaudière. Mais ce n'est que le lendemain que ce navire put rejoindre son port d'attache. Pendant ce temps, les Allemands poursuivirent leur route dans l'obscurité, longeant les côtes néerlandaises avant d'entrer dans les eaux territoriales allemandes. Pour autant, les navires allemands n'arrivèrent pas en Allemagne sans dommage. Le Scharnost avait heurté une mine larguée par un appareil de la Royal Air Force quelque temps auparavant au large d'Anvers. 2 des compartiments du navire furent noyés, mais après une demi-heure de réparation, le navire put reprendre sa vitesse de croisière et rejoindre le reste de la flotte. Quelques heures plus tard, le Gneisenau puis le Scharnost percutèrent chacun une mine au large des îles de la Frise. Si le Gneisenau ne subit pas de gros dommages, le Scharnost fut plus durement touché. Des centaines de tonnes d'eau s'engouffrèrent par la brèche tandis que l'électricité et un des moteurs se coupèrent. Le navire était maintenant immobilisé et privé de son armement. Mais heureusement pour les Allemands, aucun navire ou aucun avion britannique n'était présent dans les parages et 40 minutes plus tard, l'équipage parvenait à contenir l'inondation et à redémarrer les 2 hélices du cuirassé. Peu après minuit, le Prinz Eugen et le Gneisenau jetèrent l'ancre dans l'estuaire de l'Elbe. Le lendemain matin, le Scharnost parvint à les rejoindre. Vous doutez bien que le résultat de l'opération Cerberus fut accueilli différemment des 2 côtés de la Manche. Pour les Anglais, c'était un camouflet. Les Allemands avaient réussi à traverser la Manche d'ouest en est et à repousser sans trop de problèmes les assauts venant des airs ou de la mer. Le tollé était tel que Churchill dut lancer une enquête judiciaire pour comprendre ce qui avait raté. Bien évidemment, il ne fallait pas livrer à la vindicte populaire les soldats et les officiers d'une nation totalement mobilisée. Du coup, le résultat de l'enquête était couru d'avance. Les enquêteurs conclurent que malgré quelques erreurs, tout ce qui devait être fait l'a été. Le rapport ne fut d'ailleurs rendu public qu'en 1946. L'échec du plan britannique peut s'expliquer par le manque de communication entre les différents acteurs. La Royal Navy, la Royal Air Force et le Coastal Command devaient pouvoir agir ensemble, ce qui ne fut pas toujours le cas, limitant l'efficacité des attaques. De plus, les navires ne furent repérés que trop tardivement, forçant les différentes unités à attaquer précipitamment. Pour les Allemands, l'opération Cerberus était un succès éclatant, ce que ne manqua pas de souligner la propagande nazie. Hitler, qui avait ordonné ce plan malgré les avis contraires de ses conseillers, se considérait de plus en plus comme un génie militaire, ce qui n'était pas, et ce qui aurait de graves conséquences pour le reste du conflit. Pour autant, pouvait-on considérer l'opération Cerberus comme une victoire allemande ? Eh bah pas vraiment. Certes, les objectifs initiaux avaient été atteints, mais les 3 navires étaient maintenant bloqués en Allemagne, et le seul moyen pour eux de retourner attaquer des convois dans l'Atlantique consistait à passer par la route du Nord, surveillée par la Home Fleet, basée à Scapa Flow. De plus, les ports allemands n'étaient pas forcément plus sûrs que Brest. En effet, 2 semaines après être rentré en Allemagne, le Gneisenau fut endommagé par plusieurs raids de la Royal Air Force, au point qu'il ne reprit plus jamais la mer par ses propres moyens. Le cuirassé termina sa carrière comme block ship en Pologne, tandis que ses canons furent réutilisés dans des batteries de défense côtière. Le Scharnost fut transféré en Norvège pour attaquer les convois qui faisaient route vers l'Union soviétique. Mais sa première sortie fut également sa dernière. Il fut intercepté par le cuirassé Duke of York et son escorte le 26 décembre 1943, et coula avec la quasi-totalité de son équipage. Enfin, le Prinz Eugen connut une fin plus étonnante. Ce dernier fut atteint par une torpille tirée par un sous-marin britannique et dut se réfugier dans un fjord norvégien pour des réparations. Le navire termina le conflit en bombardant les troupes soviétiques qui avançaient dans les pays baltes. Après la guerre, il fut transféré à l'US Navy comme dommage de guerre et servi de cible pour les essais nucléaires de l'opération Crossroads. Son épave gît actuellement dans un atoll du Pacifique. Mais ça, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui a mis un peu de temps à être terminée. Je vais essayer de continuer à en faire, même si le rythme est encore très aléatoire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à activer la cloche pour recevoir des notifications pour les prochaines vidéos. Merci à tous de l'avoir suivi, portez-vous bien et à bientôt.